bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 38e épisode du podcast Prends les rênes, l'épisode qui va compléter la série sur la prise de décision. Oui, ça va être une série, je vous en parle plus loin. Et ouais, la prise de décision, thématique péchue, c'est clair, je vous l'accorde, mais finalement ô combien essentielle, car elle fait clairement partie de notre quotidien, que ce soit des décisions insignifiante, la décision clé qui va marquer un tournant majeur dans nos vies. C'est bel et bien un acte du quotidien, plus ou moins conscient, et surtout plus ou moins facile, plus ou moins évident pour chacun d'entre nous. Je le vois régulièrement dans nos formations ou bien dans mes accompagnements. Décider, c'est un acte délicat qui peut mettre à mal pas mal de leaders finalement. C'est un acte délicat car il a des conséquences pour soi, pour les autres, et aussi pour son environnement, que ce soit un bateau militaire ou que ce soit une entreprise, une famille, une maison, etc. Et ceux éventuellement qui ne se posent pas de questions quand ils prennent des décisions, que pour eux, à chaque décision, ça leur semble complètement normal, qu'il n'y a jamais aucun souci dans la prise de décision. Je me permets quand même de vous tirer un petit peu la manche et de vous suggérer de faire un pas de côté pour peut-être mettre davantage de conscience dans vos choix. C'est pas forcément que vous ne portez pas les responsabilités de vos choix et de vos décisions, loin de là, mais y mettre davantage d'attention et d'intention, ça va permettre sans aucun doute finalement, d'amener plus de profondeur, d'empathie, et ça va permettre aussi plus d'adhésion, de fluidité dans l'application derrière de ces décisions. Là, j'ai en tête en particulier les managers, les chefs de service. Voilà, je pense que c'est important d'avoir cette remise en question saine, une remise en question permanente, non, mais une saine remise en question, un pas de côté pour se dire, tiens, est-ce que mes prises de décision, elles sont saines, elles sont correctes, est-ce que je prends tout en compte, etc. De temps en temps, se reposer des questions sur ces compétences-là, je pense que c'est une nécessité. Bon, voilà, ça c'est fait, hop, belle entrée en matière, une intro peut-être un peu cash, voilà, j'espère qu'elle n'est pas trop moralisatrice, voilà, je l'ai bien dit, mais l'idée c'est vraiment de se dire en fait que les compétences en leadership, ça se développe tout au long de la vie, ça se travaille, et c'est pas de l'acquis en permanence, et se reposer sans cesse sur nos acquis, c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être pas si sain que ça, en fait. D'ailleurs, le leader en soi, dans le leadership, on cherche en permanence à se développer, je dirais s'améliorer, mais je me méfie de ce mot-là, parce qu'on a l'impression qu'on va aller chercher la perfection, c'est pas forcément l'idée, mais on va pas stagner, en fait. On va toujours essayer d'apprendre, de comprendre, d'aller plus loin, et c'est ça, en fait, aussi la beauté du leadership. Enfin, c'est ce que j'aime dedans. Alors, revenons donc sur la prise de décision. Lors de la partie 1, on a cherché à comprendre ce qu'est la prise de décision, comment elle se joue en nous, et qu'est-ce qui peut éventuellement l'influencer. Je vous invite à écouter cette première partie, donc qui est l'épisode 37, parce que si c'est pas déjà fait, je pense que c'est important, parce qu'à mon sens, comprendre comment fonctionnent les choses, ça va permettre de pouvoir avoir en fait une action dessus. La compréhension va permettre de mieux savoir où agir et comment agir pour évoluer en fait. Voilà, donc je vous invite à aller l'écouter parce qu'il y a
voilà, pas mal d'informations, j'allais dire énormément, je suis qui enfle là d'un coup, non, il y a pas mal d'informations. Maintenant, je vais quand même prendre 2 minutes là pour résumer les éléments clés. On avait dit, une prise de décision, c'est faire un choix. C'est pas le choix parfait, mais c'est le choix qui semble être le plus adapté à la situation. C'est choisir dans une situation plus ou moins complexe une option, une solution parmi différentes alternatives. Donc différentes notions clés qui en ressortaient, la notion de choix, donc aussi la notion de perte potentielle et la notion de responsabilité. Il y avait aussi une émotion forte dans la prise de décision qui pouvait être la peur de faire le mauvais choix. On a vu aussi que la prise de décision se passe en 4 étapes, 4 phases clés. La réception, qui est la collecte des infos, en fait, autant externe qu'interne, et qui va permettre derrière de faire la liste des options. L'évaluation, ça va être de peser les patates entre les différentes options. Donc, on a dit réception, évaluation, et après on a la sélection. La sélection, c'est théoriquement celle qui cumule le plus d'arguments positifs qui l'emportent. Et qu'est-ce que c'est? C'est les différentes options, d'accord? Et la 4e, c'est l'action qui va être immédiate ou différée pour mettre en application la solution retenue. Ok? Donc 4 étapes, réception, évaluation, sélection et action. Après, on a vu aussi qu'il y avait 2 systèmes en jeu. Un système, en fait, plutôt instinctif, c'est ce qu'on appelle le système 1 et le système 2, qui permet de se rendre compte qu'il y a donc 2 systèmes qui interviennent dans la prise de décision. Il va y avoir un système qui va être plus rapide, plus instinctif, qui est en lien directement, en fait, avec, on va dire, la sphère émotionnelle, et un système plus analytique, qui est lui donc plus en lien avec l'intellect, la réflexion, une réflexion qui se veut voilà, un peu plus poussée, logique. Donc 2 temps aussi différents, donc le système analytique qui va être un peu plus lent à prendre sa décision. Donc la décision, c'est bien une combinaison des 2, c'est ni de la pure logique, ni de la pure intention. Ok, on a pu voir aussi qu'il pouvait avoir 2 temps à la réflexion, c'est-à-dire un temps très conscient où on va mouliner, d'accord, on va réfléchir, on va poser les options, on va bien avoir ces 4 phases. Et en fait, il y a aussi une phase qui peut être ce qu'on appelle une phase inconsciente, où le cerveau, il va faire son job en fait, pendant que nous, on est affairés à faire d'autres tâches, comme par exemple dormir, quand on dit mince, j'ai plus l'expression, mais la nuit porte conseil, voilà, c'est ça. En fait, c'est que, ok, on se repose, mais notre cerveau, lui, il continue à mouliner, et des fois, le matin, pouf, on a une autre option qui arrive, et qui, en fait, s'avère être, des fois, la bonne solution. Voilà, donc bien sûr, toutes les situations ne permettent pas de mettre en place cette phase inconsciente, on est d'accord. Et on a vu aussi qu'il y avait des facteurs qui pouvaient influencer nos décisions, et ces facteurs qui sont directement liés à nos états internes, état d'esprit, fatigue, stress, anxiété, joie, etc. Et aussi directement liés à notre fonctionnement propre, nos drivers, nos biais cognitifs, etc. Voilà, c'est un résumé succinct. L'idée, c'est pas y passer 15 ans et d'aller un peu plus dans le vif du sujet, mais au moins on repart sur des bases communes. Alors, maintenant que l'on sait tout ça, comment faire pour développer sa capacité à prendre des décisions? Alors, spoiler alerte, avec mon magnifique accent anglais, développer sa capacité à prendre des décisions, ça ne rendra pas forcément cette prise de décision plus facile ou bien plus légère. Non. Mais par contre, développer cette capacité, ça va revenir à développer son leadership, à développer sa posture, son assurance et son agilité. En fait, décider, c'est clairement un acte de leadership. Mais de quoi a-t-on besoin pour développer cette fameuse capacité à prendre des décisions? Prendre une décision, c'est bien choisir une solution, une option parmi différentes alternatives dans une situation donnée, plus ou moins complexe. Donc déjà, première idée, on fait le deuil de la solution parfaite. On la remplace plutôt par la solution la plus adaptée. Déjà, on descend un petit peu notre niveau d'exigence, là je parle au soi parfait.
Donc voilà, hein, une solution adaptée, mais adaptée à quoi? Adaptée à la situation, adaptée aux ressources et adaptée aux résultats visés. Et dans tout ça, il va avoir un volet factuel et un volet émotionnel. En fait, penser que l'un fait, qu'ils font bande à part, je vais y arriver, qu'ils font bande à part, c'est une erreur. Et c'est une erreur qui peut même être dangereuse. Comment je le sais? C'est parce que dans des situations difficiles, le volet émotionnel, que ce soit le nôtre, mais aussi celui des autres, est forcément présent. La peur, la colère, l'excitation, c'est en étant conscient de ces informations, de ces paramètres, qu'on pourra vraiment prendre les décisions les plus adaptées, car nous avons à ce moment-là, je vais y arriver, réellement tous les éléments en main. Zapper les émotions, les états d'esprit, c'est en fait omettre volontairement des informations capitales, et c'est bien une erreur stratégique. C'est comme ne pas prendre en compte la météo, voilà, tous les paramètres météo quand on va prendre nos décisions en tant qu'officier chef de quart, navigation, à la passerelle d'un bateau militaire. C'est une absurdité et c'est dangereux, une absurdité dangereuse d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, là, j'entends déjà les détracteurs, oui, mais sur un théâtre d'opération, ou bien une entreprise, peut-être même une entreprise en crise, on ne peut pas se permettre de prendre en compte ça, de laisser les émotions être présentes, influencer nos décisions. À quel moment on nous a enseigné d'ignorer nos émotions lors de nos exercices et lors des stages difficiles, hein. Alors, je parle bien sûr de la formation dans l'armée. À quel moment? Moi, pour ma part, jamais. Jamais on m'a dit, tu mets ton émotion dans la poche avec un mouchoir par-dessus. Jamais, jamais, jamais. Par contre, là où je l'ai entendu, c'était plutôt dans la vie civile. Et je l'entends encore aujourd'hui. Ce qu'on nous demande, vraiment, sur le terrain, c'est de garder la tête froide. C'est de prendre des décisions réfléchies et adaptées. C'est pas taire nos émotions, d'accord? Pour cela, on doit vraiment savoir dans quel état émotionnel on est, et dans lequel sont aussi nos hommes. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que quand il y a des décisions avec des enjeux énormes, par exemple la sécurité, quand ces décisions-là sont à prendre, on va possiblement remarquer, en tout cas moi je l'ai remarqué plus d'une fois à bord des bateaux, c'est à ce moment-là que on voit en fait, avant tout le reste, une certaine froideur chez le chef. En fait, cette froideur, elle s'associe à quoi? C'est pas un être froid qu'on a en face de nous, c'est un être humain qui ressent aussi des émotions et qui est en train de tout analyser et qui est en train de faire passer ces différentes étapes là de la prise de décision. Et il est en fait juste calme, d'accord? Cette froideur, elle s'associe au calme, à l'analyse et à la réflexion. Qu'est-ce qui se passe normalement dans sa tête à ce moment-là? Il déroule les 4 étapes de la prise de décision. Il est froid, il paraît froid parce qu'il va pas s'énerver, parce qu'il va pas montrer en fait, il va pas faire étalage de ses émotions. Mais il est en train de les prendre en compte, croyez-moi. Donc, parfois, on a, je suis d'accord, quelques secondes pour décider. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a appris à faire dans la marine, hein, et ce que je continue à expérimenter quotidiennement avec les chevaux. Hein. Vous avez rarement le temps de poser les choses pendant 15 ans avant de prendre votre décision quand vous êtes en liberté avec les chevaux, quoi. Ou même à cheval. Donc, et c'est d'ailleurs ce que je vous propose aussi de travailler à leur côté. Et à d'autres moments, on va avoir des heures, voire des jours pour prendre notre décision. Et dans tous les cas, que ce soit en quelques secondes ou que ce soit en plusieurs heures, c'est le même process, c'est 4 étapes. Réception, évaluation, sélection, action. Pour vous aider à aller plus loin dans le développement de votre capacité de décision, je vous propose de reprendre chacune de ces étapes et de les voir à la lueur en fait du diagnostic EQI et des 15 compétences du quotient émotionnel. Alors, dans le diagnostic EQI développé par la société MHS, il parle de quotient émotionnel. Moi, en fait, je vois là-dedans les compétences clés du leadership. Le diagnostic EQI, c'est vraiment un outil précieux que j'utilise dans mes accompagnements, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, managers, cadres, dirigeants, et ça permet vraiment d'obtenir une cartographie précise de notre posture, de notre leadership, d'identifier nos points forts, aussi nos axes d'amélioration, et d'aller dans une démarche d'une
réelle recherche d'équilibre des compétences et non une perfection. Un perfectionnement certes, mais on va pas essayer de monter à bloc nos scores, ça va être plutôt d'équilibrer nos scores en fait. Et c'est ça que j'adore dans ce diagnostic, et c'est pour ça aussi que c'est un allié que j'ai à mes côtés, tout comme le cheval. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez ma générosité dans mes contenus, donc j'ai envie de vous partager moult infos, surtout sur la prise de décision, pour vraiment vous aider en fait dans cette voie de la recherche là, de développer le leadership authentique, serein, sain. Et ça fait déjà quasiment 15 minutes que je vous partage des infos. Alors, pour cet épisode, je vous propose de se concentrer sur la première étape qui est la réception. Il y aura déjà beaucoup de choses à dire et on fera les 3 autres dans un futur épisode. Et puis finalement, pas à l'abri que ce soit carrément une série, hein, un épisode, une étape. Finalement, ça me semble pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Une structure plutôt cohérente, pertinente, et puis en plus qui permettra de vous concentrer étape sur étape, de façon progressive, de façon indépendante, et ça vous aidera à pas vous noyer sous toutes les infos. Oui, je m'organise tout en enregistrant l'épisode, tout va bien. Alors, reconcentrons-nous, revenons donc sur cette première étape, la réception. La réception, c'est quoi? C'est la collecte d'infos, autant externes qu'internes, d'accord? Et c'est bien ça qui va nous aider derrière à lister les options. Donc, dans cette phase, qu'est-ce que la prise de décision nous demande de mettre en place comme compétences, d'accord? Sur quelles compétences on va s'appuyer dans cette partie-là? Elle nous demande de savoir récupérer un maximum de billes, en fait, toutes les informations à notre portée. Alors, encore une fois, on ne sera jamais parfait, il nous manquera possiblement quelques infos. Mais il ne faut pas que ce soit non plus quelque chose qui nous bloque, d'accord? Mais par contre, c'est notre devoir d'en recueillir un maximum et de penser à avoir fait notre maximum là-dedans. Ok, mais quelle information? J'ai dit externe, interne. Focus sur les informations externes. Qu'est-ce que c'est? Ça va être ces informations plutôt factuelles de la situation. Ça va être les faits, les actions réalisées, les chiffres, les constats. On va, c'est comme si on dressait en fait le compte-rendu de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les différentes sources qu'on va avoir, ça va être nos 5 sens. Ok, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je goûte, ça dépend des situations. Hein. Quand vous êtes en train de faire de la cuisine tout bêtement et que vous ouvrez une barquette de viande et que vous avez l'odeur un peu space, bon, vous n'allez peut-être pas la cuisiner, quoi. Nous, par exemple, quand j'étais sur un pétrolier ravitailleur, enfin un bâtiment de commandement et de ravitaillement plus exactement, l'odeur du TR5, de l'essence, enfin voilà, il y avait toujours plein d'odeurs à bord des bateaux, il y avait des endroits où c'était pas normal de le sentir. Ça, c'est des informations. D'ailleurs, donc je vais pas vous raconter tout ça maintenant, parce que sinon on va pas s'en sortir, mais c'est bien une odeur un jour qui m'a fait comprendre qu'il y avait un problème sur un moteur. Hein. Voilà, je m'égare, revenons. Donc les 5 sens, c'est pour ça que souvent on pense à la vue, l'ouïe, non, il y a aussi tous les autres sens, l'odorat, le goût, le toucher, ça dépend vraiment des situations. Et c'est intéressant de se poser la question à chaque fois. Il y a bien sûr votre environnement, hein, ce qui est présent dans votre environnement, mais aussi les autres. Les autres sont une source d'information, hein, une information externe. Dans les informations internes, on est là plutôt dans des informations pouvant influencer la perception de la situation. On va être dans quoi? On va être dans nos ressentis émotionnels, ressentis corporels. Qu'est-ce que je ressens? Quelle émotion? Quelle sensation physique? Par exemple, du peur, du stress, la conséquence que... 1, 2, 3. La conséquence, ça peut être perte de calme. Je parle pour moi, hein, quand je ressens de la peur et du stress, selon les situations, je sais que ça me fait perdre mon calme et ça va même me faire perdre de la clarté mentale. En fait, j'ai une tendance à m'embrouiller, d'accord? En plus, vraiment, quand j'ai peur, je vais avoir une tendance à voir la situation plus négative qu'elle ne l'est. Quelle sensation physique? Par exemple, la fatigue. Vu le métier que je faisais, la fatigue était quand même assez présente, hein, c'était notre quotidien, donc à nous de réguler aussi, mais je savais que quand j'étais fatiguée, ça altérait mon humeur, ça altérait mon endurance, et donc mes perceptions et ma capacité de réflexion. Okay, et donc ça laissait beaucoup plus de place à mes biais cognitifs et à mes jugements. Voilà, j'avais plutôt des jugements plus hâtifs, puisque j'étais moins à même de réussir à me réguler.
Donc j'ai dit ressenti émotionnel, ressenti corporel, je vous ai donné quelques exemples, et aussi notre carte du monde intérieur, nos souvenirs, nos pensées, nos croyances, nos modes de fonctionnement, tout ça, ça va rentrer en jeu. Quelle question on peut se poser à ce moment-là? C'est qu'est-ce que je pense déjà de la situation? En fait, c'est que je suis en train, de façon consciente ou inconsciente, je vais porter un jugement sur la situation. D'accord? Je vais en penser quelque chose. Ce que nous demande cette phase-là de recherche d'informations interne, c'est de prendre conscience de ce que je suis en train de penser de la situation, de prendre conscience également de mon état d'esprit, ok, et aussi de comprendre, bah tiens, dans cette situation, en train de récupérer ces informations, quel comportement instinctif est en train déjà de se mettre en place. Encore un exemple personnel, moi je sais que le soi parfait, il a énormément de place, alors il commence à bien se réguler, donc je pense que j'en ai un autre qui est en train de reprendre un peu la main. Donc, si je reprends le soi parfait, il a eu tendance pendant longtemps à prendre directement le pas. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Je sais que si je lui laisse le dessus, s'il prend la main, en fait, parfois je tarderai à prendre ma décision. Pourquoi? Parce que je vais avoir peur de ne pas avoir toutes les informations, donc de faire le mauvais choix, hein, donc de ne pas faire le choix parfait. Vous voyez pourquoi je vous répète aussi le choix parfait? Donc ça peut me paralyser, ça peut me rendre beaucoup trop hésitante, parfois ça peut me rendre aussi bien plus froide et encore moins empathique que ce que j'ai pu être à l'époque. Donc je connais aujourd'hui les conséquences de ce comportement-là, donc c'est important que je l'ai en tête. Donc vous voyez, deux piliers, les informations externes et les informations interne. Et j'attire encore une fois votre attention dans ce travail-là, c'est justement de prendre conscience de ce qui se joue. Prendre conscience, c'est mettre en lumière, mettre la lumière dessus pour permettre de prendre le recul nécessaire pour voir de façon réellement objective la situation. Et ne pas se laisser happer sans contrôle par des mécanismes inconscients. Si c'est le cas, en fait, la vision pourrait être déformée, transformée à travers nos filtres. Prendre conscience de tout ce volet intérieur, c'est aussi avoir toutes les cartes en main pour lister de façon réelle, le plus objectif possible, les ressources dispo. Je prends par exemple un comportement comme les sois forts, d'accord? Les sois forts, ça va être globalement non, je ne suis pas fatiguée, non, je n'ai pas besoin d'aide. Ok, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que tu es sûr à 100% que tu n'as pas besoin d'aide? Le reconnaître, en prendre conscience, ce n'est pas forcément l'afficher à la terre entière et de clamer haut et fort, oui, j'ai absolument besoin d'aide. Un soi fort, ça sera compliqué pour lui, mais ne serait-ce que déjà se dire, ok, je sais que là, je vais pas demander d'aide parce que je ne veux pas, parce que voilà, il y a encore plein de choses à démonter et pour le moment c'est pas le cas. Bon, même si ça peut être dangereux, on est conscient, mais ok. Mais ça va être au moins d'être conscient que ça va être compliqué si on ne demande pas de l'aide et qu'on va se débrouiller tout seul, et donc ça va permettre derrière d'ajuster en fait notre décision, ok, et de pas aller se cramer les ailes et partir sur un plan qui va être en fait beaucoup trop lourd à porter tout seul. Ok, j'espère que je suis bien claire sur ces éléments-là. Tout ça, ça permet de ne pas se voiler la face et ça évite de se mentir sur la situation. Petite précision, si vous êtes en collectif, chef d'équipe par exemple, c'est bien aussi des informations à prendre en compte au sein de votre équipe, auprès de vos coéquipiers. C'est important de prendre en compte leur état d'esprit, etc. Parce que derrière, pareil, leur perception de la situation et les prises de décision collectives, ça va influencer. Alors, ici, cette étape de la réception, on est toujours sur la première étape qui est la réception, on récupère les informations, elle fait clairement appel à 2 compétences clés évaluées et explorées dans le diagnostic QI. C'est le sens de la réalité, qui est une compétence de l'échelle prise de décision, ça tombe bien. La seconde, c'est la conscience de soi émotionnelle, ce qui est une compétence de l'échelle perception de soi. Et oui, comment avoir une perception objective de la situation si nous n'avons déjà pas une perception objective de nous-mêmes? Allez, vous avez 4 heures. Alors, je reprends un petit peu. Le sens de la réalité, c'est quoi? C'est la capacité à rester objectif, à voir les choses de façon objective, les choses objectivement, telles qu'elles sont vraiment, et non telles que nous aimerions ou
craignons de les voir. Ça implique quoi? Ça implique de reconnaître les moments où les émotions ou le parti pris d'une personne peut venir altérer son objectivité. Donc là, on est complètement dans le travail et la thématique de cette partie. La conscience de soi émotionnelle, quant à elle, c'est la capacité à reconnaître ses émotions, à comprendre la cause et à mesurer l'impact de ces émotions sur soi, sur les autres. Donc en fait, ici, on rejoint le process de la gestion des émotions. Alors, ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que ces deux compétences sont intimement liées. Ce que j'apprécie énormément dans le diagnostic QI, c'est sa façon de l'aborder. On ne va pas s'autoflageller pendant 15 ans sur une compétence dite basse, c'est-à-dire basse par rapport aux autres compétences, pas par rapport aux autres personnes. Par rapport aux autres compétences, il peut y avoir une compétence un peu plus basse que les autres. On va bien sûr chercher à comprendre pourquoi elle est un peu plus basse ou voire beaucoup plus basse que les autres compétences chez soi, je reprécise bien. Et on va aller chercher à la rééquilibrer, donc faire en sorte qu'elle atteigne peu à peu le même niveau que nos autres compétences. Et pour ça, on va s'appuyer sur les compétences qui lui sont directement liées. En fait, chaque compétence, il y en a 15, je le rappelle, chaque compétence est reliée à 3 autres compétences dans ces 15. En fait, l'ensemble de nos compétences en leadership, on peut le voir comme un énorme système avec plein d'engrenages, les uns liés aux autres. Donc, si vous pensez avoir un sens de la réalité plus faible, plus bas que votre conscience de soi émotionnelle, il est pertinent de s'appuyer sur votre conscience de soi émotionnelle, s'appuyer sur cette compétence, voir ce qu'elle vous apporte pour pouvoir développer justement votre sens de la réalité et vice-versa. Donc, c'est sur ce principe-là, comme ça là je vous l'ai expliqué, dans les prochains épisodes je ne le réexpliquerai pas forcément, c'est sur ce principe-là que je vais vous donner quelques pistes concrètes pour développer l'une ou l'autre des compétences. Alors, le cas numéro 1, vous pensez avoir un réel déséquilibre avec, dans ce cas ici, le sens de la réalité, donc plus bas que votre conscience de soi émotionnelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez possiblement quelques difficultés à voir les situations de façon objective, que vous avez peut-être tendance à exagérer certaines infos, à minimiser d'autres, parce que vos sensations internes, vos émotions prennent plus de place et ne laissent pas pleinement la place à l'objectivité. Pour comprendre pourquoi et prendre du recul sur ce fonctionnement qui a pour conséquence d'altérer derrière la prise de décision, puisque la perception de la situation n'est pas objective, on peut faire un focus sur les informations intérieures. Donc, on commence par la réception des informations intérieures. Qu'est-ce que je ressens face à cette situation ou dans cette situation? Qu'est-ce que je me dis? Reprenez ce qu'on se disait tout à l'heure. Ok, vous récupérez ces informations intérieures. On va après analyser l'impact de celles-ci. Comment celles-ci peuvent éventuellement influencer ma perception de la situation. Si je reprends l'exemple de la peur, quand j'ai peur, c'est qu'il y a un danger, donc je peux avoir une tendance à me focaliser sur le danger, donc à voir la situation plus noire qu'elle ne l'est. D'autres, avec cette même émotion, ils vont avoir un besoin tellement important de se rassurer qu'ils vont peut-être éclipser des informations inquiétantes et eux, pour le coup, se focaliser sur des informations plus rassurantes. Ok ? Donc maintenant que j'ai conscience de ça, donc de mon état interne, parce que je suis douée là-dedans et je sais ce que je ressens, etc., puisque ma conscience de soi émotionnelle, elle est haute, c'est une compétence que je maîtrise, je suis allée un peu plus loin, j'ai essayé de comprendre, ok, comment elles peuvent influencer ma perception, d'accord ? C'est ça le travail qu'il va falloir faire. Parce qu'à partir de là, vous êtes conscient de l'influence qu'a vos émotions, vos comportements, vos fonctionnements. Donc vous allez pouvoir aller récupérer les informations extérieures tout en gardant en tête qu'elles peuvent être influencées, mais que vous allez pouvoir prendre
davantage de recul et que vous allez pouvoir les mettre en perspective. En fait, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire la différence entre le fait et l'interprétation. Donc, c'est-à-dire que vous allez vraiment voir le fait tel qu'il est et que vous allez vous rendre compte si oui ou non vous êtes en train de le faire passer à travers vos filtres, à travers votre monde intérieur. C'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est juste qu'il faut être conscient à quel moment ça passe et comment ça peut venir altérer un petit peu l'information objective. Ok ? Dans le cas numéro 2, c'est le contraire, vous pensez avoir un réel déséquilibre, mais cette fois-ci avec la conscience de soi émotionnelle plus basse que votre sens de la réalité. Ça signifie quoi ? Ça signifie que vous voyez la situation telle qu'elle est. Votre perception, elle est objective, elle est basée sur les faits, vous faites la part des choses entre la réalité et le fantasme, voilà, tout va bien. C'est bien, donc on va pouvoir s'appuyer sur cette belle capacité pour aller plus loin dans votre conscience de soi émotionnelle. Quand le sens de la réalité est plus développé que la conscience de soi émotionnelle, cela peut aussi signifier que l'on met de côté ce qui se joue en nous, que l'on n'y va pas, justement, qu'on ne regarde pas, et c'est dommage, parce qu'on l'a suffisamment répété avant, en fait, il manque des informations finalement. Finalement, on n'a pas forcément conscience de ce qui se joue, et donc de comment ça influence. Ça va être plutôt des personnes qui vont vraiment être sur les faits, les chiffres, la situation, et il va y avoir très peu d'interprétation, et donc tant mieux, mais il manque quand même tout un volet important dans la réflexion. Donc, vu qu'on a le sens de la réalité qui est fort, on n'a plus qu'à la mettre au service de la conscience de soi. Au même titre que tout à l'heure, on va récupérer les informations de façon neutre de l'extérieur, bon, ça c'est bon, ça on sait faire. On va faire exactement la même chose avec les infos intérieures. En fait, on va se forcer un peu à aller lister tout ça de façon assurée, calme, neutre, comme on sait très bien le faire, comme on a l'habitude de le faire avec les informations extérieures. C'est juste que là, on va s'obliger à aller voir à l'intérieur. Souvent, quand on a le sens de la réalité plus fort que la conscience de soi émotionnelle, c'est que là, on peut avoir tendance à mettre tout le volet émotionnel dans la poche avec un mouchoir par-dessus et on va pas aller voir. Il n'y a aucun jugement, c'est pas forcément un comportement de défense, c'est peut-être une habitude, peut-être qu'on a été élevé comme ça, etc. Là, justement, on va s'appuyer sur cette capacité qu'on a à percevoir les choses telles qu'elles sont pour aller explorer de la même manière notre monde intérieur. Voilà. Bon, je pense qu'on a quand même suffisamment bossé aujourd'hui, je pense qu'on doit être à plus de 30 minutes. Je m'étais dit, j'arrête de faire des longs épisodes et compagnie. Bon, voilà, j'ai encore dépassé le temps, mais voilà, les prochains seront un peu plus courts puisqu'on se concentrera sur étape par étape et je referai pas tout le récap à chaque fois. Donc je vous invite, si tout ça, ça vous parle, vous sentez que ça vous appelle, que vous avez besoin un peu de travailler là-dessus, posez-vous tranquillement, testez les différentes propositions, concentrez-vous vraiment sur cette première étape et demandez-vous si vous avez bien en tête, dans des situations qui le nécessitent, ces deux piliers d'information, pilier information externe et interne, d'accord ? Le top dans tout ça, c'est d'être mis en situation pour aller explorer ses propres compétences, ses propres fonctionnements. Bon, le cheval est clairement top pour ça. Il nous révèle comment est notre fonctionnement en fait en répondant tout simplement à ce qu'il perçoit de nous, de notre posture, de notre intériorité. Ce qui va nous permettre derrière de conscientiser tout ça et de faire le lien réel avec ce qui se passe en nous. Et ça nous offre une belle possibilité de reprendre les rênes en finalement transformant, en rééquilibrant nos compétences et en osant en fait évoluer, nous ajuster. Si vous désirez aller plus loin en testant l'expérience de l'Equi-Coaching sur une séance ou vous êtes intéressé par le diagnostic EQI, sachez que je peux aussi mixer les deux. J'ai tout un système de bilan qui permet vraiment d'avoir une cartographie précise de son leadership et en plus de le mettre en action pour vraiment conscientiser dans l'action comment ça se passe. Et bien sûr, tout ça est inclus dans l'accompagnement. Mais bon, je disais juste que ça pouvait se faire de façon indépendante.
Voilà, si le sujet de la prise de décision vous passionne, que vous avez envie d'échanger, que vous avez envie d'aller plus loin, écoutez, contactez-moi via les réseaux, LinkedIn, Insta, ou directement par mail si vous préférez. Rassurez-vous, je ne mords pas, même si j'ai un franc-parler, que j'ai une énergie parfois un peu forte pour certaines personnes, n'hésitez surtout pas, je ne mords pas, c'est promis. Et puis sur ce, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite pour la suite de cette thématique qui est la prise de décision. Allez, ciao! Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.